Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonjour à tous, champions du sport au business. Chaque samedi sur Sud Radio, nous recevons une référence de l'écosystème du sport français pour une de nos émissions spéciales, le sport professionnel en danger. Il est l'ancien directeur de l'Agence nationale du sport, Frédéric Sanor. Puisque on a réussi les Jeux Olympiques et sont devant nous les Jeux Paralympiques et ça va être là aussi une fête exceptionnelle, mais aussi l'objectif de continuer à développer le sport en France partout, sur tous les territoires. On est une structure nationale et qu'on essaye de parler à 35 000 collectivités, à 160 000 associations sportives affiliées à des fédérations et presque autant non affiliées à des fédérations. À plusieurs milliers de sportifs de haut niveau, à 115 fédérations. Une maison de la performance qui est prête à accueillir les équipes, les staffs, les athlètes bien entendu. Et c'est pour eux, c'est pour elles qu'on fait tout ça. Et on espère que ce sera bien sûr utile à la réussite des Jeux. On a un modèle économique qui est basé sur des dotations financières de l'État, sur des taxes également, sur les paris sportifs qui nous sont reversés là aussi dans le cadre du projet de loi de finances, et puis des partenaires privés, que ce soit des sponsors ou des mécènes. Que de souvenirs. Bonsoir Frédéric Sanor. Bonsoir Frédéric. C'est touchant tout ça parce que vous resterez à jamais le premier directeur général de l'Agence nationale du sport créée pour les JO de Paris 2024. Hein. C'est vrai, ça rappelle beaucoup de souvenirs et beaucoup d'activités, mais des très beaux souvenirs. Voilà, alors on a repris quelques phrases, on se souvient de ça, mais vous êtes désormais directeur conseil international de Event Team Group et inévitablement vous évoluez au cœur d'une problématique vitale pour le sport. Comment en dynamiser l'activité économique? Et c'est la raison pour laquelle vous serez défié par notre expert entrepreneurial, addict de l'événementiel brillant, je ne me trompe pas. Bonsoir Thomas Binet. Bonsoir Frédéric Brindel. Vous êtes addict? Ah, complètement. Oui, vous le revendiquez. Ça s'entend pas? C'est beau, c'est beau. Frédéric Sanor, donc l'héritage de Paris 2024 déclenche une pluie de frustration. Le budget de la France plombe les ambitions. Vous avez décidé de poursuivre votre action. Ce n'est pas anodin pour le sport, dans le privé. Un secteur sans doute salutaire pour développer un nouveau modèle économique pérenne. Vous êtes l'invité de Champions du sport au business. Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric, c'est le premier rendez-vous, ça s'appelle le relais, une série de questions sur le rôle que vous tenez dans le monde du sport. Frédéric Sanor, sortez-vous satisfait de cette mission au service du sport français avec l'Agence nationale du sport? Après, effectivement, un peu plus de 6 années à la tête de cette structure, on a un bilan qui... pour ma part, me semble particulièrement satisfaisant. On a essayé de répondre aux attentes du sport français. On a essayé de préparer les Jeux au mieux, de les accompagner aussi sur les territoires au-delà de la performance sportive. Et puis, donc pas de frustration, Frédéric. Non, pas. Et le fait que vous frustration. soyez parti, c'est pourquoi? Je pense qu'il y a un moment donné, on a fait le tour de ce qu'on peut apporter dans une structure en termes de dynamisme, en termes de créativité, d'impulsion, et que on arrivait à un moment où la structure a besoin de s'inscrire dans le temps avec des projets nouveaux en fonction du contexte, de la conjoncture. Une évolution logique pour moi, d'évoluer professionnellement. L'Agence nationale du sport risque-t-elle de disparaître en cas de chasse aux sorcières des agences d'État? C'est l'actualité, ça. C'est vrai que ça fait un moment maintenant que ce débat est sur la table. J'ai envie de dire presque depuis le début, parce que déjà à la période où on m'avait nommé préfigurateur de l'Agence nationale du sport, il y avait de nombreux débats sur la création d'une nouvelle agence. En termes de sérénité, il y a mieux, quoi. Voilà, après ça nous a pas empêché de regarder devant, d'avoir des objectifs qui étaient fixés par le gouvernement et puis de les délivrer les uns après les autres. Et ça, c'est vraiment notre côté sportif. On a des objectifs et puis on essaye de les atteindre sans trop regarder autour. Frédéric Sanor, votre parcours est exceptionnel. Vous avez dirigé la fédération d'athlétisme, le sport dans les territoires, notamment en Île-de-France. Vous avez mené la politique sportive française à l'international. Êtes-vous optimiste pour l'avenir économique de notre sport français? Je
pense qu'on a énormément de richesses parce que on est présent à l'international sur presque tous les sports. On a une vraie culture sportive en France et moi je m'inscris souvent en faux quand on dit que la France est pas un pays de sport parce que tous les jours, dans tous les gymnases, dans tous les stades, on a des centaines de milliers d'endroits où on fait du sport, où on vit le sport. Donc je pense qu'on a cette richesse dans notre culture commune. Après, on a un enjeu à faire que le sport ait encore plus de lettres de noblesse dans la société, qu'il soit encore plus reconnu. Et là, effectivement, on a collectivement à aller cranter de la valeur pour reconnaître la place que le sport a en France. Frédéric Sanor, Eventim, dont vous êtes désormais l'un des leaders, intervient sur toute la chaîne économique autour de la manifestation sportive. Thomas Binet veut savoir pourquoi vous allez dynamiser ce juteux business. On lui donne la parole. Thomas. Oui, alors on va faire, vous savez, on a une petite tradition, si vous écoutez régulièrement notre émission le samedi soir, on donne la parole à notre invité pour qu'il nous explique son projet entrepreneurial. Alors pour ce qui vous concerne, c'est différent. Il serait bien pour nos auditeurs qui comprennent ce qu'est Eventim Group, justement, et quel est votre rôle dedans, et ça permettra de commencer à répondre à la question que posait Frédéric il y a un instant. Frédéric Sanor, c'est à vous. Petit chrono, top, c'est parti, on y va, 1 minute. Merci. Alors Eventim Group, c'est une société qui a été créée par un ancien rugbyman professionnel qui s'appelle Igor Juzon, il y a plus de 25 ans, et qui s'exprime finalement sur le champ du sport et du tourisme. Parce que les premiers métiers, c'était le développement des hospitalités dans le monde du rugby, du football, et puis progressivement des Jeux Olympiques. Et puis au gré de ce développement-là, qui est aujourd'hui une des marques premium d'Eventim Group, eh bien, il y a eu des nouvelles verticales qui ont été développées sur le corporate event, sur le développement du brand consulting ou tout simplement du développement de revenus pour les marques ou bien pour les acteurs du sport. Et puis plus récemment, et c'est un axe dans lequel moi j'interviens aux côtés du directeur général de la branche Karim Merida sur tout ce qui est candidature, organisation de grands événements sportifs internationaux, mais également sur tout ce qui est conseil auprès des collectivités et des fédérations. Le gong, pile dessus. Bon, je rappelle que vous avez une autre activité aussi, vous êtes musique à fond, donc la musicalité, vous l'avez aussi. Voilà, spécialiste de rap, hein, Frédéric? Le hip-hop de manière générale et les cultures urbaines, ouais. Allez, c'est parti, ouvrons la feuille de match. La feuille de match avec vous, Thomas Binet. Donc Frédéric Sanor, directeur conseil international de Eventim Group, doit activer tous les ressorts possibles pour dynamiser l'économie, l'écosystème de la manifestation sportive. Et ce n'est pas un mince sujet. Oui, Frédéric, parce que vous avez posé la question de savoir si c'était un juteux business. Hein, c'est juste avant que notre invité nous explique ce qu'est Eventim Group. Alors moi, ma première question pour vous, Frédéric Sanor, elle est la suivante. Parmi tous les métiers que vous nous avez présentés il y a un instant, qu'est-ce qui crée le plus de valeur économique dans le sport actuellement? C'est une très bonne question. Oui, il est fort pour ça. Hein, ouais. Nous, on est effectivement de plus en plus présents sur le secteur des grands événements sportifs. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore un secteur qui fonctionne bien parce qu'on voit bien que c'est un booster de développement. On l'a vu bien sûr avec les Jeux Olympiques de Paris 2024, Jeux Olympiques et paralympiques bien entendu, mais il n'y a pas que des JOP, il y a aussi des championnats d'Europe, des championnats du monde dans des Coupe disciplines d'Afrique des Nations de football, vous y étiez d'ailleurs, CAN, bien sûr, on y était il y a quelques semaines encore, et là je pense que on a encore beaucoup de choses à développer parce qu'on voit bien qu'on construit des infrastructures, qu'on développe des clubs, qu'on développe des fédérations, des sports, qu'on organise des nouvelles activités, de l'événementiel, et donc pour nous effectivement c'est un positionnement important parce qu'on a une expertise française qu'on exporte, et c'est aussi tout le sens de mon travail chez Eventim, c'est d'internationaliser notre expertise. Alors, le sport est devenu une véritable industrie, je crois que personne ne peut se cacher derrière une autre idée, mais qu'est-ce qui a changé dans la manière d'organiser les événements du coup? Parce que l'afflux d'argent permet beaucoup plus de choses. Est-ce que ça vous a permis, au-delà des moyens que ça vous a donné, de penser autrement?
Alors, moi, de manière générale, je viens, et vous l'avez rappelé, et merci pour cette rétrospective du secteur public, avec effectivement une dimension politique publique, valeur à dimension plus sociale, plus territoriale. Et c'est ça, aujourd'hui, je pense, qui a évolué dans les événements. On n'organise plus juste une compétition sportive. On développe un territoire, on développe son rayonnement, on développe de l'économie, on crée des emplois. Et c'est bien ça, toute la dynamique qu'il y a autour. Et c'est là où il faut actionner plusieurs leviers et donc faire appel à des expertises qui dépassent le simple champ de l'organisation de plusieurs matchs de foot ou de plusieurs compétitions d'escrime en simultané. On est sur quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus compliqué, mais qui a beaucoup plus d'impact aussi. Thomas, j'interviens dans votre échange, mais on est bien d'accord, vous nous avez parlé du savoir-faire à la française. Eventeam Group, c'est un groupe français, donc vous êtes dans le privé, mais vous poursuivez l'image française, quoi, dans vos démarches, quoi. Alors, je dirais l'expertise qu'on a acquis en France pour devenir des experts internationaux du sport. L'image française, c'est une dimension complémentaire. Forcément, quand on se déplace, on sait qu'on est une entreprise française, mais je dirais qu'à l'international, on va plutôt chercher de l'expertise qu'un pays ou une nationalité. Et c'est ce que j'ai ressenti encore ces derniers mois à l'occasion de plusieurs déplacements pour développer des opportunités et des contrats avec différents acteurs. Mais est-ce que l'essor de tout ce que Hospitality, vous en avez parlé, mais aussi les offres premium, est-ce que ça n'a pas tendance de transformer le sport en quelque chose de premium ou de luxe au point d'en perdre peut-être un peu son public et accessoirement son âme? On pense à la Coupe du Monde aux États-Unis avec les tarifs, etc. Et en même temps, on pourrait aussi penser au JO de Paris 2024 où on se disait qu'on avait à la fois des places avec des tarifs d'entrée à quelques dizaines d'euros et puis des places plus coûteuses. Et ce qui a fait d'ailleurs quelques discussions. Moi, je pense que et c'est la manière dont on échange avec les organisateurs d'événements ou avec les gestionnaires de grandes infrastructures sportives. C'est grâce aussi aux hospitalités et à ceux qui sont prêts à aller les chercher et à les payer, qu'on arrive à générer des modèles plus sociaux, des modèles économiques plus équilibrés, avec des tarifs d'entrée plus accessibles, et puis en même temps des tarifs plus coûteux qui permettent de créer cet équilibre. C'est ça que nous on développe, c'est développer du revenu, c'est indispensable pour réussir à organiser des événements, parce que les modèles économiques sont parfois très compliqués, et en même temps continuer à rester accessible, parce que c'est quand même l'enjeu des valeurs universelles que porte le sport. Voilà le son du buzzer, celui qui annonce la mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, Thomas Binet challengera Frédéric Sanor, ou quand l'expert des politiques sportives dans les territoires et les fédérations débarque avec Eventeam pour encadrer les événements majeurs du sport. À tout de suite. Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Champion du sport au business, deuxième mi-temps. Cette semaine, une émission spéciale sur le sport professionnel en danger. Notre invité est un des plus grands experts de la question, ancien directeur de l'Agence nationale du sport, Frédéric Sanor, désormais directeur conseiller international de Eventeam Group. Notre expert entrepreneurial s'en lèche les babines, Thomas Binet. Oui, alors on va rappeler juste pour cette deuxième mi-temps, ce début de deuxième mi-temps, ce qu'est Eventeam Group. Bon, c'est un groupe qui intervient dans le domaine du sport pour dynamiser l'écosystème de la manifestation sportive. Vous êtes d'accord avec cette définition, Frédéric Sanor? Oui. C'est simple, c'est efficace. C'est simple, c'est développer des revenus et des ressources pour favoriser l'organisation des manifestations sportives. Alors, moi j'ai une première question pour cette deuxième mi-temps, Frédéric Sanor. Comment éviter que les marques ne prennent le pas sur l'identité du sport et des compétitions ? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien quand même que tout tourne autour de ça. On voit même d'ailleurs des stades qui sont renommés au nom des marques. Est-ce qu'on n'a pas quand même laissé tomber toutes les digues ? Non, je pense pas, notamment parce qu'il y a beaucoup de marques qui développent leur image, leur notoriété et l'attrait qu'ils peuvent avoir auprès de leur cible et de leur public, sans forcément se mettre en valeur très directement, mais tout simplement par les actions qu'elles développent sur des politiques plus à impact, plus à dimension RSE. Et je pense que ça, c'est des éléments qui sont assez intéressants.
Après, il faut pas oublier que de plus en plus, les modèles 100% publics existent de moins en moins. Les modèles plus hybrides à dimension privée, publique se développent aussi de plus en plus. C'est aussi pour ça que certains pays étrangers viennent nous chercher, parce qu'on a déjà une certaine expérience dans ce format de PPP. Et donc, c'est-à-dire PPP de partenariat public-privé, privé-public, peu importe comment on le tourne. Et donc voilà, c'est pour générer aussi on va dire une forme de diversification des ressources qui aujourd'hui devient indispensable pour tout le monde. Donc Frédéric Sanor, juste, je vous laisse dans les mains du coach dans un instant, mais avant de lancer ce face-à-face, vous vous occupez avec Eventim Group uniquement de sport ou aussi d'autres choses? Parce que votre savoir-faire en musique, notamment, on en a parlé, permet de lier les activités. Alors, Eventim Group développe des activités, on va dire, voilà, de manière historique dans le champ du sport, mais depuis plusieurs années maintenant, il y a une dimension culturelle qui est très présente. Les hospitalités sont développées dans le monde du spectacle, des concerts, et puis on organise des festivals, on organise bien sûr des fan zones, ça reste une dimension sportive, et donc on se développe dans le champ du divertissement et de l'entertainment, et c'est un élément qui est très très important dans la trajectoire que les dirigeants de la société souhaitent donner à Eventim. La famille du sport s'élargit évidemment. Le coach Thomas, allez-y, Frédéric Sanor est à vous. Bien présenté, Frédéric. Alors, moi, je voudrais compléter justement votre réponse de tout à l'heure sur l'aspect de le rapport du sport et de l'argent. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que le sport sait encore dire non à l'argent? Je voudrais rester quand même sur cette idée, parce que c'est quand même, non mais c'est important, parce que vous savez dire non à l'argent, vous? Dans certains cas, oui. Je pense que l'éthique est importante. Et dans le sport, dans la culture, dans tous ces métiers-là, je crois que ça doit avoir une part prépondérante. Mais est-ce que c'est encore le cas, justement? C'est une très bonne question. Je pense qu'il faut prendre les choses par secteur. Je pense qu'il faut différencier le secteur professionnel, des sports avec une économie très très forte, des secteurs à dimension plus amateur, ou même des organisations d'événements avec des livrances de titres, comme on dit, championnat d'Europe, championnat du monde. Voilà, je pense qu'il y a des modèles différents, il y a des sports différents, il y a des cultures différentes. Aujourd'hui, en tout cas, un élément est quand même certain, et vous avez pas tort, pour réussir à attirer les plus grands événements, à les organiser et à pas forcément perdre d'argent en le faisant, eh bien, il y a une dimension économique qui est incontournable et qu'il faut savoir prendre en compte. Il y a des modèles très différents. Il y a des pays où le financement, où les financements pour accueillir des grands événements restent très publics, avec un investissement, un engagement public très très fort. Et il y a des pays où, au contraire, l'accompagnement public est moins présent, et donc il faut développer. Frédéric, j'enfourche juste votre déclinaison. Il y a du différent. On ne travaille pas de la même manière avec l'Ouzbékistan, l'Arabie Saoudite qu'avec la Belgique et l'Argentine. Voilà, c'est par exemple, c'est exactement ce genre d'exemple qu'on pourrait prendre. Alors je redonne un prolongement justement sur les pouvoirs publics dont vous avez commencé à parler. Au moment même où la France s'enfonce dans un problème économique majeur, on voit des déficits, on voit l'instabilité politique et tout, comment on fait pour justifier auprès du grand public tous les investissements que des grands événements peuvent demander quand c'est l'État, les collectivités locales, les régions, les villes, bon, vous voyez à peu près le tissu auquel on peut penser, finance, c'est toujours des sommes assez importantes. Je suis désolé, mais les Français font quand même une réflexion sur leur fin de mois, leurs impôts. Comment on peut justifier ça? Vous qui avez été des deux côtés, public et privé, on le rappelle, Frédéric Sanor. Tout à fait. Alors, c'est là aussi vraiment une réflexion très importante, parce que on a des fonctions professionnelles, mais on est aussi citoyen. Et donc, on a un avis sur tout ça. Je pense que à la fois, on veut bien sûr avoir des modèles économiques les plus vertueux possibles et pas gaspiller l'argent public, bien entendu. En même temps, on est les premiers à allumer notre télé le dimanche soir quand une équipe de France de foot, de basket, de handball ou de volley est en finale d'un grand championnat international. Et pour que ça puisse se faire et qu'on ait ce patrimoine commun de la fierté, de la réussite française, eh bien, il faut qu'on ait des initiatives sportives internationales, il faut qu'on ait des arénas, des grands équipements, parce que c'est ça aussi qui nous sort de notre
quotidien, c'est ça qui nous fait rêver, c'est ça qui permet aussi à nos sportives et sportifs de haut niveau, et avec tous les efforts qu'ils font à côté, de briller et d'exprimer leur plein potentiel. Et donc, derrière, forcément, il y a cette dimension-là. Alors, juste Frédéric, l'histoire des arénas, des stades, on sait qu'en ce moment, l'équipe de France de football ne joue plus au Stade de France parce qu'il y a une location qui est trop chère. L'histoire du passage de l'Open de tennis de Bercy jusqu'à la Défense, parce que c'était... là aussi, on n'est pas toujours très clair dans le fonctionnement en France, quoi, hein. Il y a des mouvements qui s'opèrent, il y a des discussions, des négociations. Effectivement, tout ça fait partie des changements et des bougées qui sont en cours. Je pense qu'il faut se rendre compte que tout ce secteur-là est un secteur aussi économique, professionnel, qui doit... un peu nationalisé, c'était la question de Thomas Binet, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on justifie les dépenses? Il y a quand même aussi l'État qui est dans le truc. Oui. Après, aujourd'hui, j'ai pas de mandat pour parler sur cette dimension-là. Vous n'en avez je suis plus dans ce type de fonction-là. Mais effectivement, il faut observer ces mouvements. Et l'important, c'est quand même que derrière, des grandes compétitions puissent continuer à se faire et que nos sportifs puissent continuer à s'exprimer à leur meilleur niveau. C'est aussi ça un des enjeux qu'il y a autour du développement du sport et de la transmission que ça peut donner en termes de passion et d'engouement pour la pratique sportive en France. Frédéric Sanor, je vous écoute avec attention et si j'ai bien compris ce que vous nous expliquez, c'est qu'il n'y a plus réellement de place pour l'amateurisme dans tous ces domaines-là, que c'est évidemment la porte ouverte au professionnalisme accru, développé. C'est bien ça dont vous parlez? Je pense c'est quelque chose que moi j'ai porté ces dernières années, notamment en intégrant le monde économique dans les discussions sur le développement de la politique sportive nationale. Je crois que vous avez accueilli Virgile Caillé il n'y a pas très longtemps, qui porte aussi ces sujets-là. Avec l'Union Sport et Cycle. Aujourd'hui, dans le résumé des différentes prises de parole que j'ai pu faire, vous parliez des clubs. On parlait des clubs, des 160 000 clubs affiliés et autant non affiliés. Quand on regarde aujourd'hui l'offre sportive en France, on a du loisir sportif marchand, des salles de sport, on a de l'offre privée et puis l'offre associative. C'est pas parce qu'on est en format associatif qu'il faut qu'on ait un modèle qui soit pas professionnel, qui soit pas clair dans son organisation, avec de l'encadrement de bon niveau. Et ça, forcément, ça a un coût. Et le bénévolat, c'est bien gentil, mais est-ce qu'on peut exiger de quelqu'un qui est bénévole une qualité optimale? Non, il est bénévole. Et les familles sont de plus en plus exigeantes parce que cette espèce de consommation du sport, elle est omniprésente. On veut aller faire du sport dans son gymnase quand on est dispo, quand on a envie, et pas forcément quand le coach nous a demandé de venir à l'heure qui est établie depuis des dizaines d'années. Donc pour ça, il faut monter en compétences et il faut se structurer. Ça ne veut pas forcément dire perdre les valeurs du sport, du bénévolat, du bon équilibre bénévole-salarié, mais il faut monter en compétences. Voilà. Alors, eu égard justement à votre passé et à votre présent et toutes les personnes que vous avez pu côtoyer dans ce milieu, est-ce que vous avez le sentiment justement qu'il y a une ligne rouge qui a été bien marquée, bien délimitée entre rentabilité économique et respect des valeurs du sport? Et est-ce que justement cette ligne rouge est dans l'esprit de chacun? Le baron Pierre de Coubertin vous écoute. Je pense que les dirigeants sportifs et les dirigeantes ont ça qui leur est chevillé au corps. Et du côté des marques? De la même manière, je pense que les marques, souvent, on a affaire à des acteurs sportifs qui bien sûr ont une dimension marketing, économique, business, mais qui ont avant tout une passion du sport. Alors on n'est pas non plus dans un monde de bisounours, donc il faut faire du profit, il faut faire fonctionner ces structures, et ces structures, je le rappelle, créent de l'emploi aussi, développent de l'économie, donc c'est très important. Et les fédérations sportives sont les premières à aller voir les marques pour développer des partenariats, hein. J'ai connu ça dans une autre vie, dans une fédération sportive. Donc ça, voilà, je pense que c'est vraiment très important de se dire que chacun a son rôle, chacun a sa place, mais à la fois les pouvoirs publics et les dirigeants des fédérations doivent porter et défendre aussi les valeurs du sport et une certaine éthique du sport et en être les garants. Ah.
Vous entendez le petit bip ? Plaf. Allez, on plonge. Frédéric Sanor, acteur privilégié de l'écosystème du sport, se lance dans un projet ambitieux à la direction de l'entreprise privée Eventim Group. Quelles sont les pistes à développer pour apporter de la rentabilité aux événements sportifs ? Qu'en retenez-vous, vous, notre expert Thomas Binet ? J'en retiens qu'a priori, si j'ai bien écouté, et je crois l'avoir fait, ce que vous avez dit, Frédéric Sanor, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose... Alors, où c'est perméable et imperméable en même temps, c'est-à-dire le rapport justement entre les marques et les acteurs du sport, qu'il y a des partenariats, vous l'avez évoqué, privé-public également, que chacun a sa place. Mais effectivement, je crois que c'est quelque chose, en tout cas c'est la vision aussi que j'en ai de là où je suis, qui doit être quand même vérifié systématiquement pour s'assurer qu'il y a un équilibre qui perdure à l'avenir. Merci et bravo Frédéric Sanor. Nous ferons régulièrement un point sur la situation de l'économie du sport avec vous, tout au long de la saison si vous le souhaitez. Avec grand plaisir. Vous faites partie maintenant des experts de Champion du sport au business. Thomas Binet, rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir Frédéric. Pour Champion du sport au business, merci à notre réalisateur Quentin Cabanis, associé à Anthony Urvois, Elvin De Fazio pour le digital. Et tout de suite, faut que ça change. Anthony Martin-Smith, à la semaine prochaine.